Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire iMind de l'année 2024 qui porte sur la définition sociale et médicale des troubles du neurodéveloppement, comment se positionner entre troubles et diversité. Alors nous sommes ravis car ce webinaire a eu un beau succès et vous êtes plusieurs centaines de personnes à vous y être inscrites. Donc, ce webinaire tentera d'explorer les enjeux et les défis qui sont liés au diagnostic des TSA et du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Ce webinaire s'intéressera à la notion d'impact fonctionnel qui est essentielle dans les classifications médicales actuelles et aux questions qu'elle soulève. Comment l'impact fonctionnel est-il évalué? Quels outils sont utilisés et selon quelles normes? On abordera ensemble aussi le rôle du camouflage et des stratégies de compensation qui peuvent masquer les troubles au point d'influencer et de mésestimer le diagnostic. L'échange portera aussi sur la notion de neurodiversité ou sur la notion de spectre et les conséquences que cela peut avoir dans les stratégies diagnostiques. Ces évolutions posent de nombreuses questions, notamment sur les risques de surmédication, mais aussi sur les risques de diagnostic insuffisamment différenciés et de réponses médicales parfois apportées à des problématiques plutôt sociales. Pour nous aider dans nos réflexions, nous avons le plaisir d'accueillir la docteure Sophie Cervello, qui est psychiatre et chef de service de l'unité TS2A au centre hospitalier Le Vinatier, et Philippe Lemouel, qui est personne concernée, coprésident fondateur de l'association Père TND, coprésident également de l'association PAHARI, consultant et père aidant. Avant de leur laisser la parole à tous les deux, quelques mots sur la manière dont va se dérouler le webinaire. Tout d'abord, nous allons assister à une discussion d'une trentaine de minutes entre les deux intervenants. S'en suivra un temps d'échange. Pendant les présentations, je vous remercie de bien veiller à fermer vos micros pour éviter des effets sonores désagréables pour tous. Si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou à les poser à la fin des présentations de nos deux invités. Pour finir, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et donc si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, merci de bien veiller à fermer votre caméra. Vous pourrez ensuite retrouver l'enregistrement de cette conférence sur la chaîne YouTube d'iMind. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour vous tenir au courant de notre actualité. Je vous laisse donc avec Sophie et Philippe. À tout à l'heure. Je vais aborder donc ce sujet en tant que personne concernée avec mon expertise d'usage et aussi quelques savoirs expérientiels au fur et à mesure de ces 10 ans depuis mon diagnostic. C'est important de le préciser. J'ai 60 ans aujourd'hui, donc j'ai été diagnostiqué à 50 ans, donc à un âge avancé. Et évidemment, ça changer quand même la trajectoire de ma vie et je pense qu'on va pouvoir en aborder certains aspects, non pas typiquement avec ma personne, mais généralement sur la trajectoire de toutes les personnes concernées par l'autisme et ses diagnostics à l'âge adulte. Alors, bon, je vais rappeler, mais je pense que c'est un rappel, et si ça n'en est pas un, ben, tant mieux. Euh, les défis au quotidien d'une personne autiste. Alors, je suis toujours partagé entre les défis du quotidien avant un diagnostic et puis les défis au quotidien après un diagnostic. Ça change quand même la donne puisque avant un diagnostic, on ne se comprend pas, on n'identifie pas forcément toutes les difficultés, c'est-à-dire la nature des difficultés qu'on ressent. Après, les difficultés, on les ressent, mais lié à quoi ça reste souvent une énigme épaisse et du coup déclenche des compensations qui ne sont pas forcément adaptées, voire du surhandicap. Euh, Avant un diagnostic, on peut être aussi, et souvent,
dans des faux diagnostics ou des absences totales de diagnostic. Euh, Évidemment, dans des difficultés sociales et professionnelles complexes, avec des vies chaotiques. Alors, ensuite, après un diagnostic, bon, on peut mieux identifier, une fois qu'on a un diagnostic, quelles vont être nos difficultés en termes de communication et d'interaction sociale. Moi, j'ai envie de dire que plus la communication de la personne est fluide, plus ses capacités verbales sont fluides, plus on va peut-être, et même la personne elle-même, identifier les difficultés ressenties, puisqu'on le sait, hein, on va nous opposer, ah, tu es autiste, mais tu nous parles très bien, on comprend très bien, même tu interagis très bien. Donc ça enclenche souvent des incompréhensions et pour nous-mêmes également. C'est-à-dire, on se retrouve avec un diagnostic d'autisme ou on va vers un diagnostic d'autisme en se posant mille questions de la légitimité d'un tel diagnostic. Euh, alors, ce n'est pas le cas de tout le monde sur la communication, ça dépend des compétences verbales, mais quelles que soient les compétences verbales de la personne, elle sera exposée à des difficultés d'interaction sociale réciproque et de difficultés à prendre en compte les contextes. Ça, c'est et ça, c'est difficilement. Moi, je sais que je ne l'avais pas identifié. Et c'est un médecin spécialisé qui m'a dit à un moment, mais vous savez ce que vous êtes en train de me dire là, c'est les codes sociaux. Et donc, d'un seul coup, j'ai réalisé à plus de 50 ans, au cours de la cinquantaine, que ce qu'étaient les codes sociaux, même si du coup j'en entendais parler depuis le diagnostic, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et les contextes, les codes sociaux sont évidemment très importants dans les difficultés et les défis qu'on a abordés au quotidien. On peut les identifier, c'est ça qui peut constituer une difficulté aussi pour soi. Il y a le médecin qui va aussi est en recherche de faire un bilan, mais nous aussi, de notre côté, on fait un bilan et c'est très difficile de, quand on est capable d'identifier certains contextes sociaux, de se dire qu'on ne les identifie pas. En réalité, on peut ne pas les identifier du tout et selon les difficultés de la personne, mais on peut aussi, dans certains cas, identifier certains contextes sociaux et d'autres passer complètement à côté. Et quand on passe à côté, il est difficile de se dire qu'on passe à côté. Par contre, on en récupère des conséquences fâcheuses dans nos interactions sociales. Alors évidemment, il y a aussi tout ce qui est de la sensibilité sensorielle. Alors ça peut occasionner des difficultés individuelles, ponctuelles, par exemple ceux qui ont des difficultés avec la chaleur pour faire la cuisine. Bon voilà, ça va peut-être pas dans ce cas-là engendrer des difficultés sociales, quoique, mais euh, en tout cas, il y a aussi souvent les sensibilités sensorielles vont avoir un impact sur les relations sociales. Ne serait-ce que de ne pas pouvoir partager euh, un moment avec plusieurs personnes, hein, dans un environnement qui va être ni adapté sur le plan de la lumière, du bruit, des conversations et du bruit des conversations euh, qui vont isoler complètement la personne, hein, on le sait, et également, j'essaye d'être très bref, hein, les gestions des émotions. Ça, la gestion des émotions, elle intervient en permanence dans le quotidien. C'est parfois difficile de les identifier, ces émotions, de les exprimer ou de les nommer. Moi, je sais que j'ai appris avec un psychiatre à essayer de mettre un mot sur des émotions et au départ, je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Je m'en souviens parfaitement et j'étais très loin du diagnostic puisque j'avais une vingtaine d'années. Et donc, le, le,
l'idée de l'autisme à l'époque était déjà très éloignée de moi et des professionnels. Euh, donc c'est la gestion de ces émotions qui sont multiples hein, et propres à chacun engendre des anxiétés et aussi des crises. Tout dépend aussi du contexte sensoriel, du contexte social. Tout ça se renforce et au final crée de l'isolement, puisqu'il est avec tous ces ressentis non identifiés ou identifiés, enfin tout ce chaos, en fait, l'isolement devient finalement une solution plus qu'un mode de fonctionnement choisi. Alors, je vais aussi parler pour ces défis du quotidien de l'organisation et de la planification. Je ne vais pas développer, mais euh, généralement, il s'agit des fonctions exécutives hein, qui vont, le cerveau ne va pas rendre ses tâches facilement hein, pour organiser, pour planifier, même ça peut être des incapacités. Et on le retrouve en particulier, hein, je crois, et Sophie en parlera chez les personnes TDAH, mais beaucoup de personnes autistes hein, sont aussi concernées par des troubles associés qui font partie des troubles du neurodéveloppement. Alors, je l'ai un petit peu évoqué hein, en dernier point, c'est le rejet et la stigmatisation. Évidemment, compte tenu de ces difficultés hein, qu'on va éprouver au quotidien, il est très difficile. Alors, quand on n'a pas de diagnostic, c'est impossible que quelqu'un nous écoute sur le plan de nos ressentis, de nos difficultés, puisqu'on va nous renvoyer que tout le monde a ces difficultés-là. Puisqu'évidemment, si je prends par exemple le bruit, qui n'est pas gêné par le bruit qui n'est pas fatigué par une ambiance bruyante, des gens qui parlent fort, etc. Donc on va être toujours sur ces dimensions-là, ce qui est normal, hein, où nos inconforts sont aussi les inconforts de l'ensemble de la population. Sauf qu'évidemment, nous, ça va nous procurer des restrictions hein, dans notre vie du quotidien et c'est là qu'on peut parler de troubles et donc de handicap, puisque notre vie quotidienne est bouleversée, voire empêchée, et qu'il est difficile d'accéder à une vie ordinaire avec toutes ces difficultés. Donc, on a besoin des autres, on a besoin de la compréhension des autres. Alors sans diagnostic, c'est pas possible. Avec un diagnostic, ça peut être plus possible, mais peut-être pas dans tout environnement et peut-être pas avec tout le monde, il faut le savoir. Et moi, je dois dire qu'avec un diagnostic, aujourd'hui, ben, j'ai organisé ma vie de telle sorte que je ne sois pas en but à des personnes qui ne me comprendront pas et qui ne me faciliteront pas la vie. Ce qui pose des questions aussi, hein, pourquoi j'aurais pas le droit à aller dans tout milieu. Alors j'y ai droit, mais la réalité fait que c'est compliqué. Aujourd'hui, avec mes activités multiples et associatives, je suis amené à rencontrer des personnes autistes, je suis amené à rencontrer des professionnels dans le monde du handicap, mais plus particulièrement des TND, de tout type de professionnels, des hauts fonctionnaires de l'État, des ministres, voilà, et en tout cas, j'ai cette chance de pouvoir arriver et que je sois immédiatement identifié comme personne autiste et que je n'ai pas à le dire et que je n'ai pas à me justifier et que globalement, j'ai toujours euh, un, quelque chose d'adapté en face de moi et en tout cas très respectueux et ça, c'est une chance. Voilà, je terminerai par là. Merci Philippe. Je prends le relais du coup, alors en exprimant un point de vue à la fois médical et social hein, pour la petite histoire. Moi, j'ai découvert la sociologie de l'autisme avant l'autisme, puisque
j'ai étudié ça quand je faisais un master de sociologie et j'avais encore pas forcément été en contact avec des personnes autistes dans le cadre de ma pratique médicale. Donc tout l'objet de cette présentation, ça va être justement de discuter un peu la tension qu'il peut y avoir entre ces deux approches et d'essayer de poser des bases de réflexion, plus que je vais apporter des réponses sur la question du diagnostic, de l'évaluation fonctionnelle et des périmètres des diagnostics. Donc on va parler effectivement de TSA et du TDAH, parce qu'il y a des questions qui se partagent, je pense, entre les deux. Et tout d'abord, une première question qui se pose, c'est comment en fait on peut comprendre et prendre en compte et mesurer tous les défis qu'a expliqué Philippe et que les personnes peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, puisqu'en fait cette notion d'impact fonctionnel, c'est pour chaque diagnostic d'autisme et de TDAH un des critères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le diagnostic si pour l'autisme on n'a pas, selon la classification médicale, c'est-à-dire le DSM, un retentissement cliniquement significatif sur le fonctionnement actuel social, scolaire, professionnel ou d'autres domaines importants, c'est la formulation. Et dans le TDAH, le critère est à peu près formulé de la même façon. On doit mettre clairement en évidence que les symptômes interfèrent ou réduisent la qualité du fonctionnement social, scolaire, professionnel. Donc vraiment, un des enjeux du clinicien, ça va être comment est-ce que moi, je peux évaluer cet impact fonctionnel, parce que vous voyez que finalement, la définition de DSM nous donne peu de précision par rapport à ça, et en particulier par rapport à quelles normes, en fait. À partir de quel moment on considère qu'on est dans quelque chose qui serait considéré comme une maladie, comme pathologique, et qui justifierait d'un diagnostic médical. Et donc, je vous le disais, le DSM ne nous donne pas vraiment d'indication là-dessus. Tout au plus, il y a une tentative de définir des catégories de sévérité pour l'autisme, avec des niveaux de sévérité 1, 2, 3, sachant que bon, sur les niveaux 2 et 3, on se comprend à peu près, puisque c'est des retentissements importants qui sont décrits et il n'y a pas trop de sujet à interprétation. Mais sur le niveau 1, c'est plus sujet à interprétation et peut-être plus dépendant de l'appréciation du clinicien sur ce qui va être un retentissement fonctionnel observable et impactant ou pas. Pour le TDAH, c'est un petit peu la même histoire. Il y a une tentative de vraiment spécifier des niveaux de sévérité, en sachant que dans la définition DSM du TDAH, on peut considérer de façon plus claire que le trouble est en rémission partielle. Il y a cette indication, c'est-à-dire qu'au cours des 6 derniers mois, l'ensemble des critères pour poser le diagnostic ne sont plus réunis alors qu'ils l'étaient auparavant, mais que c'est la définition, il y a des symptômes qui continuent d'entraîner une altération du fonctionnement social, scolaire, professionnel. Donc c'est une définition qui n'est pas facile de s'approprier et je pense que chaque médecin, chaque psychologue qui se réfère à cette définition peut avoir un niveau d'interprétation qui est variable et ce qui peut contribuer à une variabilité des diagnostics et une faible reproductibilité des diagnostics en fonction de l'observateur en fait. Donc c'est vraiment un problème des classifications actuelles. Ensuite, est-ce que finalement la personne concernée est elle-même une bonne source d'information pour renseigner le professionnel sur l'impact fonctionnel? On peut se poser cette question-là, puisqu'on va passer en psychiatrie essentiellement par l'observation et l'interrogatoire de la personne pour connaître ce qu'elle vit et l'évaluer. Est-ce que finalement la personne elle-même est le meilleur observateur d'elle-même, le meilleur juge? Et pas forcément en fait, puisque on sait que c'est pas forcément facile de s'observer soi, de se décrire soi, de mesurer ses difficultés. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un défaut d'insight, c'est-à-dire pas prendre pleinement conscience du caractère pathologique de ces difficultés, du caractère exceptionnel de ces difficultés. Et puis, si on interroge les proches, ça peut être déroutant aussi, puisque finalement, si vous interviewez les parents d'une personne autiste et que les parents sont eux-mêmes concernés par l'autisme, ce qui peut arriver puisqu'il y a une héritabilité forte du trouble, ça ne va pas forcément être les meilleurs observateurs non plus. Ils ne vont pas forcément considérer comme un problème certaines choses qu'eux-mêmes vivent et avec lesquelles ils composent. Donc les sources d'informations sur l'impact fonctionnel, en fait, elles ne sont pas forcément fiables. Et ça peut induire des erreurs de diagnostic à des sous-estimations de l'impact en fonction des informations que va nous rapporter la personne ou ses proches. Et puis, il faut se rappeler aussi que les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement ont des difficultés de communication, qu'on parle là du TSA ou du TDAH, les personnes partagent ces difficultés-là souvent. Et quand on a des difficultés de communication et que l'évaluation par un professionnel passe essentiellement par le discours verbal, ça peut conduire à sous-évaluer aussi des difficultés.
Ensuite, est-ce que finalement, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des outils standardisés d'évaluation de l'impact fonctionnel qui permettraient d'aider le clinicien? Parce que finalement, on a des échelles, on a des outils qui peuvent nous aider à trancher un peu cette question de qu'est-ce qui a un impact fonctionnel pour parler d'un diagnostic médical ou pas. En fait, on n'a pas vraiment d'outils qui permettent de répondre à cette question-là. Alors, pour l'autisme, on peut utiliser, afin d'évaluer l'impact fonctionnel, une échelle qui s'appelle la Vineland 2, mais finalement, elle est mal adaptée aux personnes adultes autistes sans déficience intellectuelle. Elle a été conçue plutôt pour les enfants ou pour la déficience, et elle s'applique mal à cette population adulte autiste sans déficience intellectuelle. Donc, c'est une piste, mais ça ne répond pas complètement à la question. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait en fait de l'autisme qui ne se voit plus, de tout ce qu'on met derrière cette notion de camouflage, c'est-à-dire que avec le temps, avec le soutien qu'on peut recevoir, avec les capacités et les forces propres de la personne, il y a une possibilité de développer des comportements adaptatifs au fil du temps qui vont pouvoir dissimuler certaines caractéristiques du trouble au point qu'elles ne soient plus observables en fait de façon évidente. Donc cette notion-là, elle est difficile à prendre en compte parce que finalement, si les troubles sont bien camouflés et qu'il y a des stratégies adaptatives efficaces, la personne va potentiellement ne plus montrer son autisme en quelque sorte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une souffrance relative à ça. C'est ça qu'il faut peut-être explorer, c'est à quel point cet effort de compensation, en fait, est une source de souffrance pour la personne et vraiment de difficultés supplémentaires. Donc, il y a une échelle que je vous cite qui s'appelle la 4Q, qui peut permettre d'évaluer un petit peu cette dimension de camouflage. Cette échelle est assez critiquable. Hein. Elle retrouve notamment des scores qui présentent des écarts très peu importants entre, par exemple, les femmes autistes et les femmes non autistes, par rapport à l'écart qu'il peut y avoir entre les hommes autistes et les hommes non autistes. Donc le delta est moins important en fait en termes de différence chez les femmes que chez les hommes, ce qui est un peu dur à comprendre. Également aussi, il y a des études où cette échelle a été testée chez des personnes non binaires, autistes et non autistes, et il n'y a quasiment pas de différence dans les scores chez les personnes non binaires. Donc voilà, c'est une échelle qui interroge quand même un petit peu sur l'utilisation qui peut en être faite et sa validité. Ensuite, comment en fait on va prendre en compte dans le temps les évolutions de ces difficultés, et en fonction notamment des expériences de vie, des soutiens reçus, des obstacles rencontrés, ce que je vous ai expliqué un petit peu avant. Tout ça permet de mettre en place des stratégies de compensation, que ce soit dans le TSA ou le TDAH. Mais finalement, comment on va évaluer tout ça? Comment on va évaluer qu'il y a un soutien autour de la personne qui permet cette dissimulation ou cette compensation? Et donc, lors des diagnostics, il faut savoir évaluer le niveau d'aide qui est déjà en place avant votre intervention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'accommodation familiale? Est-ce que la famille, elle compense beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a des personnes ressources, des facilitateurs sociaux dans leur entourage de la personne qui vont lui permettre un peu d'entrer plus facilement en relation avec l'autre, par exemple? Est-ce qu'il y a un environnement social et professionnel qui est particulièrement tolérant? Donc, tout ça, ça nécessite d'être exploré parce que ça va vous renseigner aussi sur ce qui, finalement, est déjà en place pour aider la personne et qui fait peut-être que vous sous-évaluez un certain nombre de difficultés. Et tout ça, en fait, ça nécessite du temps. C'est pas des choses qu'on peut dégager par des échelles. Ça nécessite de s'intéresser vraiment de façon précise à l'histoire de vie de la personne et aux évolutions dans le temps, avec les compensations mises en place à différents moments. Il peut y avoir aussi des moments où ça allait mieux parce qu'il y avait de l'aide et il y avait des choses en place, et puis des moments où ça s'écroule parce que, voilà, je sais pas, il peut y avoir une séparation conjugale, par exemple, alors que le compagnon ou la compagne était un facilitateur social, et ça va faire en sorte que l'autisme prend plus de place à ce moment-là, peut-être, s'exprime plus. Et enfin, comment on s'assure que ces difficultés et défis n'aient pas une autre cause qu'un trouble du neurodéveloppement? Puisqu'en fait, il y a un certain nombre de dimensions de l'autisme ou du TDAH qui se partagent avec d'autres causes psychiatriques. Par exemple, si on se focalise sur les difficultés dans les interactions sociales et qu'on a une définition assez vague de ça, ça peut être une difficulté partagée par plein de personnes qui ont un autre diagnostic psychiatrique. Donc, c'est toute l'importance de faire un diagnostic différentiel et de ne pas raisonner en checklist de symptômes, finalement, c'est-à-dire on coche tel et tel symptôme et à partir d'un certain nombre, on parle d'autisme. Ça marche pas tout à fait comme ça, parce que si on procède comme ça, on tombe dans un vrai risque de multidiagnostic.
Et on voit régulièrement des personnes qui cumulent un certain nombre de diagnostics en fonction des psychiatres qu'elles ont rencontrés, en fonction des biais qu'avaient ces psychiatres dans l'évaluation aussi. C'est-à-dire, si vous êtes spécialiste du trouble bipolaire, vous allez rechercher ce qui concerne le trouble bipolaire avant tout. Si vous êtes spécialiste de l'autisme, vous recherchez ce qui concerne l'autisme, et vous n'allez peut-être pas avoir la même interprétation des choses. Donc ce biais de confirmation, il est important à avoir en tête quand on est professionnel pour essayer de s'en extraire et de ne pas tomber dans le piège de vérifier en fait une checklist de symptômes sans mettre en perspective avec d'autres explications possibles, avec l'histoire de vie de la personne, etc. Et donc, ça soulève la question de s'attacher peut-être plus particulièrement aux symptômes qui sont les plus spécifiques d'un trouble. Et ça, c'est une question que je laisse ouverte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est finalement le plus spécifique de l'autisme, qu'on va moins retrouver dans d'autres troubles psychiatriques, qu'est-ce qui est le plus spécifique du TDAH. Moi, intuitivement, et puis par les lectures que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que la notion d'intérêt spécifique dans l'autisme est quand même relativement spécifique à l'autisme, et que peut-être dans le TDAH, la réaction que les personnes avec un TDAH ont aux psychostimulants est assez indicatrice aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres situations. Donc ça peut poser la question de pondérer un peu plus les échelles de dépistage. Là, les échelles de dépistage, dans leur majorité, ne pondèrent pas les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de symptômes qui sont recueillis pour parler par exemple de l'autisme, mais on ne va pas, dans l'échelle, donner plus de poids à la présence d'intérêts spécifiques qu'à la présence de difficultés dans les interactions sociales, par exemple. Donc ça peut poser cette question-là. Et puis ça pose aussi la question de développer la recherche scientifique sur les dimensions de symptômes qui sont les plus spécifiques, pour mieux les identifier justement et peut-être aider à faciliter les diagnostics et avoir des catégories diagnostiques qui sont pas trop diluées, où on met en exergue un peu plus les symptômes qui seraient plus spécifiques et qui nous évitent de nous égarer vers d'autres diagnostics. Voilà, je repasse la parole à Philippe. Alors, Sophie, j'ai pas le plan sous les yeux et rappelle-moi le. Alors du coup, si tu peux continuer, on s'était dit peut-être sur les stratégies d'adaptation qui peuvent être mises en place après le diagnostic. Donc, si tu veux échanger là-dessus, après avoir reçu le diagnostic, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans les stratégies d'adaptation? Et puis, on voulait dire un mot aussi de l'inclusion, comment on peut être compris, accompagné par ses proches, par les professionnels, par ses pairs. Oui. Alors, donc j'avais un peu évoqué avant le diagnostic et donc après le diagnostic. Moi, j'ai envie de développer aussi un petit peu sur après le diagnostic. J'ai envie un peu de parler du pendant le diagnostic ou à l'arrivée du diagnostic où euh, où ça peut être un choc, ou en tout cas, c'est un bouleversement. En premier, je dirais un bouleversement émotionnel aussi, hein, passer par un bilan diagnostic, attendre un bilan diagnostic, sont des périodes, c'est une période compliquée. Y accéder hein, aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes. On sait hein, que sur les diagnostics, la difficulté hein, des professionnels et en tout cas des services hospitaliers, c'est d'avoir des personnes qui se dirigent vers le diagnostic qui sont vraiment concernées ou en tout cas le moins possible qui en soit très éloigné. Et je crois que j'ai observé que beaucoup de personnes autistes sans diagnostic sont tellement dans la difficulté que c'est en fait pour eux qu'il est le plus difficile d'aller vers un diagnostic. Hein, donc ça, il faut aussi le dire pour plein de raisons, aussi des raisons financières et des raisons de déplacement et des raisons aussi dans la zone où ils habitent avec des professionnels qui ne sont pas formés, qui ne savent pas orienter. Et voilà, enfin, en tout cas, ça crée beaucoup de difficultés là-dessus. Euh, le diagnostic permet une compréhension et une acceptation de soi qui souvent va être la première fois de notre vie. Hein, et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental
euh, on sait que pour certaines personnes, c'est comme une deuxième date de naissance. Donc, cette deuxième date de naissance, elle peut arriver à 60, à 50, à 40, à 30 ans, à 20 ans. À 15 ans, peut-être que c'est peut-être moins une deuxième naissance, mais enfin, en tout cas, c'est aussi tardif. Et la personne aurait pu bénéficier beaucoup plus tôt de rentrer en connaissance d'elle-même et ses proches, évidemment, qui n'ont pas pu accompagner correctement et les professionnels adaptés qui n'ont pas pu participer à un bon parcours de cette personne. Le diagnostic permet enfin d'accéder aux bonnes ressources. Hein. Encore faut-il, alors aux bonnes ressources et au bon soutien. Et donc dans les deux cas, encore faut-il qu'il y ait ces personnes. Hein, Sophie parlait tout à l'heure de l'importance de l'entourage, même avant le diagnostic, qui va pouvoir apporter des compensations et des solutions sans même savoir qu'il s'agit de l'autisme. Mais c'est vrai qu'on a certaines personnes qui travaillent, qui n'ont pas de problème dans leur emploi. Et quand on regarde leurs conditions de travail, qui n'ont pas été adaptées, qui n'ont pas, où l'autisme de la personne n'était pas connu, et il se trouve que ces personnes-là, certaines personnes, ont eu la chance d'avoir un emploi et des conditions de travail excessivement adaptées à eux et qui n'ont jusque-là pas rencontré de difficultés et que le jour où ils vont changer de travail, là, ils peuvent se retrouver devant un mur de difficultés, des souffrances épouvantables et évidemment une non-compréhension de ce qui se passe. C'est de la même manière avec, Sophie l'a très bien dit, sur le conjoint, hein, qui peut évidemment, sans savoir l'autisme, aider la personne, être soutenante, être très bienveillante et apporter, alors peut-être pas uniquement des choses très adaptées, parce qu'encore une fois, les choses ne sont pas identifiées, mais évidemment, une fois que tout ça est identifié, ça va permettre peut-être de se séparer de son conjoint qui n'est pas adapté définitivement et d'en trouver un plus adapté, on va dire ça comme ça, et en tout cas, à ce moment-là, de pouvoir tout de même rencontrer des professionnels, quels qu'ils soient. Moi, je sais que j'ai rencontré dans le cadre de groupes d'entraide mutuelle, j'ai rencontré un éducateur spécialisé, j'ai rencontré des pères qui n'étaient pas autistes, mais qui étaient avec des troubles psychiques. Mais en tout cas, ils m'ont bien soutenu à ce moment-là, même s'ils n'avaient aucune connaissance de l'autisme, ça c'est très très clair, mais ils ont compris que j'avais des difficultés, eux en avaient aussi, et ils ont été extrêmement bienveillants. Donc, je crois que la bienveillance, moi, ça a été la première fois de ma vie que j'ai pu avoir droit à cette bienveillance parce qu'avant, je n'en avais pas. J'étais considéré comme tout le monde et j'étais considéré comme quelqu'un qui dérangeait ou qui avait des demandes inadaptées ou j'allais dire, comportements ou en tout cas une participation sociale inadaptée. Euh, donc, on a accès aussi à des ressources hein, qui nous permettent à ce moment-là d'aller chercher les bonnes associations, d'aller chercher les professionnels les plus adaptés. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver les spécialistes du TND, mais enfin déjà, on va pouvoir peut-être se rapprocher de personnes qui vont, par exemple, admettre qu'ils n'y connaissent rien, mais c'est déjà pas mal. Au moins, ça peut être une écoute plus soutenante et plus bienveillante que ce qu'on avait avant, en tout cas une écoute. On va pouvoir aussi améliorer nos relations sociales, ça c'est évident, mais je crois surtout sur la connaissance, enfin, de comment les autres fonctionnent dans les relations sociales, permettre un peu plus rentrer dans cette compréhension-là, parce que, hélas, si on veut demander aux autres de comprendre notre façon de rentrer dans les relations sociales, là, on sait que ça va être un peu plus compliqué et que les gens n'ont pas forcément
ni le temps, ni les envies de faire cet effort, ni la perception qu'il faut qu'ils en fassent. Et même si on leur dit, on sent nettement que ils ont autre chose à penser, que c'est d'un seul coup une difficulté assez insurmontable, hein. Enfin, on peut l'observer. Évidemment, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure au niveau de la sensorialité, à partir du moment où on sait qu'une personne autiste va avoir des particularités sensorielles en hypersensibilité ou en hyposensibilité, on va, chacun de nous, avec un diagnostic, on va pouvoir s'interroger beaucoup plus, revisiter même un certain nombre de sensations, y compris même, moi j'ai revisité des sensorialités à l'enfance qui n'étaient pas forcément compris de ma mère et que je n'ai pu comprendre en fait qu'à la cinquantaine, euh, parce que je sais que c'était tout ce qui était, je vais donner l'exemple, c'était tout ce qui est du registre du toucher, mais au niveau de la bouche, de la langue, et donc c'était interprété comme des aliments que je n'aimais pas, mais c'était pas que je les aimais pas, c'est que je ne pouvais pas les avoir dans la bouche, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'avais 50 ans et que c'était une énigme. Enfin, voilà, enfin, en tout cas, voilà, enfin, c'est des choses qu'on peut revisiter. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Après, en termes d'inclusion, oui, ça facilite. En tout cas, euh, on peut davantage choisir dans quel environnement on a envie d'évoluer. Hélas, beaucoup de personnes sont aussi dans un environnement familial qui ne, heureusement qu'ils l'ont hein, d'une certaine manière, mais aussi c'est difficile d'avoir prise sur un milieu familial qui va, par exemple, refuser le diagnostic d'autisme, ne pas le comprendre et en profiter pour davantage stigmatiser la personne, puisqu'elle l'était déjà avant le diagnostic, souvent, puisque son comportement n'était pas accepté, hein, et souvent depuis l'enfance. Enfin, il y a souvent des histoires hein, comme ça qui se poursuivent sur des décennies. Et souvent, dans ces contextes-là, et plus l'âge de la personne est avancé, moins il y a de chances que l'entourage, d'un seul coup, fasse volte-face et accueille mieux une personne de leur famille qu'ils ont toujours rejetée. Et donc ça, c'est encore plus difficile, hein. On parle, je crois, à ce moment-là, de surhandicap. Mais globalement, le diagnostic va permettre une meilleure acceptation de soi, ça c'est évident, et de fait, une estime de soi qui va être renforcée, mais c'est tout un travail qui devra être fait, un accompagnement par des professionnels, par des pairs, par un environnement bienveillant qui va permettre à la personne, souvent sur des années, à conquérir une estime d'elle-même qu'elle n'a jamais conquise, hein, il faut le dire. Et moi, je distingue souvent l'estime de soi et aussi la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on peut améliorer son estime de soi et la confiance en soi pour aborder un certain nombre de défis. Ça, c'est encore autre chose et elle s'acquiert par l'expérience et par une volonté aussi d'avancer et de sortir des stratégies de repli qu'on a tous, que j'ai aussi, même si aujourd'hui j'avance tous les jours et aussi par les engagements associatifs que je prends, je m'oblige à avancer pour les autres, pour la cause de l'autisme, mais il n'empêche que aujourd'hui, même si j'ai une estime de moi-même qui est aujourd'hui valable, ma confiance en moi, elle est à travailler tous les jours, à chaque défi qui se pose, mais c'est des choses, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est ce que je mets devant moi en premier.
parce que c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça aujourd'hui que je peux parler là dans ce webinaire, de me dire oui, tu as ta place, oui, tu es légitime à parler. C'est très important. Et pour tout le monde, de toute façon, autiste ou pas autiste, mais encore plus pour les personnes autistes. Merci Philippe. Je vais du coup essayer de, alors, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais de rebrasser un peu quelques questions par rapport à tout ce qui a été dit. Donc en fait, ce que vous a dit Philippe par rapport à la fonction aussi qu'occupe un diagnostic dans la vie d'une personne, ça interroge aussi sur le rôle social du diagnostic. Et la maladie, quelle qu'elle soit, ou le trouble, quel qu'il soit, comment on l'appelle, puisque l'autisme, il y a du débat aussi sur la façon de le dénommer, mais c'est un construit social. C'est-à-dire qu'une maladie, ça mobilise des représentations, ça confère potentiellement un nouveau statut à la personne qui reçoit ce diagnostic en fonction de la place qu'occupe cette maladie dans l'espace public, social, etc. Ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. Et ce qu'on a vu évoluer dans l'autisme, en parallèle de l'évolution de sa définition, puisque ce qu'on a défini comme autisme il y a quelques années n'est plus du tout la définition qu'on prend en considération aujourd'hui. On est allé vers un élargissement en fait de la définition avec la notion de spectre et qui nous met des fois un petit peu en questionnement, puisque finalement, à élargir vers une notion de spectre, on inclut des personnes qui peuvent être très différentes les unes des autres. Donc ça pose de nouvelles questions. Et dans la sociologie de l'autisme, la reconnaissance de l'autisme et tout le mouvement qu'on a dénommé de la neurodiversité, il faut se rappeler en fait qu'au départ, les personnes qui se sont fait porte-parole de l'autisme avaient un autisme assez prototypique, assez reconnaissable en fait. Temple Grandin, par exemple, je la cite, mais il y en a d'autres, personne ne s'interroge sur la validité de son diagnostic d'autisme. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui parlent de l'autisme correspondent de plus en plus à une notion élargie de l'autisme et peuvent présenter un autisme qui est moins prototypique. Et ce qui peut amener des personnes à se reconnaître dans l'autisme de façon plus facile, en fait, puisqu'on va être sur des critères qui finalement sont plus larges, sont plus dilués et peuvent amener des personnes qui in fine, sont peut-être pas concernés par l'autisme, à se reconnaître dans certaines difficultés exprimées, certains fonctionnements, certaines adversités, etc. Donc ça interroge aussi le niveau de validité, le niveau de preuve de nos classifications médicales pour le médecin. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est d'identifier un trouble à la base de définitions qui sont dans des classifications finalement, et dans quelle mesure on va interpréter déjà ces classifications, ce que je disais au départ, puisqu'elles sont potentiellement sujettes à interprétation, et dans quelle mesure elles sont valides, c'est-à-dire elles sont reproductibles d'un observateur à l'autre. Si vous prenez 2 psychiatres, il y a de grandes chances que vous ayez des diagnostics différents à l'heure actuelle. C'est pas si simple d'avoir une reproductibilité des diagnostics d'un observateur à l'autre. Il y a des études qui ont étudié ça et démontré qu'en psychiatrie, en fait, on a le plus faible kappa de Cohen de la médecine. Le kappa de Cohen, c'est justement l'évaluation de cette reproductibilité interjuge. Et on est très mauvais. Vous prenez 2 cardiologues pour savoir si la personne fait un infarctus. Normalement, ils sont tous les 2 d'accord. Il y a un faible kappa de Cohen. En psychiatrie, vous prenez 2 psychiatres, vous leur demandez quel est le diagnostic de la personne, vous avez de grandes chances que les 2 ne disent pas la même chose. Donc ça pose question sur la validité de nos catégories, en fait, et en prenant en compte que cette catégorie autisme, elle a évolué vraiment avec le temps, avec une disparition. Oui, Sophie, je t'entends. On va se laisser encore 1 ou 2 minutes parce je termine qu'on très a rapidement. besoin d'un petit temps d'échange à la fin parce qu'il y a beaucoup de Ouais, questions. je vois ça. Je regarde pas trop le chat, mais effectivement. Je termine très rapidement avec juste un message, en fait, 2 messages. Je vous invite sur cette question de finalement, qu'est-ce que c'est que l'autisme aujourd'hui? Comment on le définit et quelles sont les implications à prendre connaissance des travaux de Laurent Mautron, qui sont quand même très développés sur ce sujet-là et qui, je trouve, abordent la question de façon très précise. Et puis ensuite, pour finir, donc, je vous invite à vous interroger sur ces questions-là qui sont reposées souvent de est-ce qu'on est dans le surdiagnostic ou dans le sous-diagnostic? On parle d'autisme, TDAH, en fait, est-ce que finalement, on n'a pas un peu les 2 problèmes, quoi? Parce que le sous-diagnostic n'est pas souhaitable puisqu'on laisse des personnes dans la difficulté ou dans des échecs thérapeutiques ou avec de mauvaises prises en charge, et ça a été le cas longtemps. Et le surdiagnostic, ça questionne aussi sur le fait que peut-être, voilà, on apporte des réponses médicales
à des problématiques qui sont différentes ou qui sont liées à un autre problème médical, et qu'on risque aussi de perdre un petit peu les gens dans des multiples diagnostics, dans des prises en charge qui vont être du coup centrées sur l'autisme ou le TDAH, mais qui ne seront pas adaptées à la difficulté de la personne, etc. Et en sachant que cette recherche de diagnostic, parfois chez les personnes, suscite beaucoup d'espoir. Et ça, c'est vraiment aussi porté par les témoignages qu'on peut avoir de personnes qui ont été diagnostiquées tardivement de leur autisme, de leur TDAH, et qui ont vraiment trouvé un soulagement et une amélioration de leur qualité de vie par une prise en charge plus adaptée, etc. Donc, il s'agit de ne pas se planter aussi. C'est-à-dire que cet espoir-là, en fait, c'est pas parce que vous allez dans le sens de la personne en confirmant un diagnostic que les choses vont se résoudre si c'est pas le bon diagnostic. Vous risquez justement d'alimenter de décevoir la personne qui a construit un espoir autour de ça, quoi. Voilà, je conclus juste là-dessus. Donc ça ouvre plus de portes que peut-être que ça que ça ne résout de questions, mais voilà, ça donne des pistes de réflexion. Alors, beaucoup de questions dans le chat, hein. Notamment pas mal de questions sur la distinction et les comorbidités entre TSA et TDAH. Et notamment, on a Alice qui nous demande, et je trouve que la question est intéressante, pourquoi est-ce qu'un TDAH associé à un TSA est plus facile à identifier lorsqu'on a mis en route un traitement par méthylphénidate? Quel est l'intérêt de la mise en route de ce traitement dans le diagnostic? Peut-être Sophie, si tu as un petit... Bah, en fait, moi, ce que je peux voir dans ma pratique et qui semble sous-tendu quand même par la littérature, c'est qu'effectivement, l'efficacité du méthylphénidate dans le TDAH, elle est très haute. C'est un des médicaments qui a la plus grande taille d'effet en psychiatrie, quoi. Donc, en gros, ça veut dire que c'est le plus efficace dans son indication en psychiatrie. Donc, effectivement, si vous allez traiter un TDAH, vous allez diminuer les symptômes du TDAH et potentiellement peut-être plus dégager ce qui relèverait d'un autisme associé ou ou peut-être vous dire que finalement les difficultés qu'il y avait étaient reliées à un TDAH, quoi. Ça peut aider effectivement, et des fois ça aide même à faire le diagnostic de TDAH. Alors c'est pas du tout de conseiller de faire comme ça, bien sûr, c'est pas un test diagnostic de mettre sous méthylphénidate, mais en soi des fois, moi j'ai eu des situations où le doute persiste un peu et finalement l'amélioration est très bonne avec le traitement, et on finit par se dire que voilà, les hésitations qu'on avait n'ont pas lieu d'être et qu'on est vraiment dans un TDAH. Alors, je vais passer la parole à François-Régis Frelon qui a levé la main depuis tout à l'heure. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous, bonjour professeur Demilly. Très rapidement, donc j'ai 51 ans, diagnostiqué tardivement TSA sans déficience. Alors celui dont on ne doit pas prononcer le nom, hein, celui qui avait un nez, pas l'autre. Et récemment, TDAH, mais sous Ritaline. J'ai un parcours très similaire à celui de Philippe, donc ça me réconforte, comme quoi il y a des patterns que l'on retrouve dans les vies des autistes et des TDAH. Je vais simplement intervenir pour vous dire que je suis de près les travaux qui sont faits au niveau du Vinatier. Et je participe également au Conseil national consultatif des personnes handicapées qui est présidé par Monsieur Bourrois. Et j'ai un projet. J'espère pouvoir collaborer avec Amélie Soumier, la neurobiologiste, qui va travailler sur la recherche fondamentale versus les applications cliniques. J'ai un projet au niveau du hhlyon.org dirigé par Monsieur Gérald Contet avec Madame Oriane Gian de Digimantali de créer une application sous forme de jeu vidéo qui permettrait d'avoir une évaluation beaucoup plus précise des fonctions cognitives. Les résultats il va falloir construire les tests pour qu'ils soient adaptés à la fois aux âges et à la fois aux personnes. Et ces tests devront être validés, entre guillemets, d'une manière clinique par des professionnels. Moi, je considère que des neuropsychologues qui ont fait des formations spécialisées dans les troubles du neurodéveloppement ont leur mot à dire, tout comme les médecins psychiatres, et donc de pouvoir à terme avoir avec l'intelligence artificielle une map mind qui permette aux professionnels
qui ne sont pas du plan médical, c'est-à-dire je pense notamment aux scolaires, je pense aux juges des enfants, etc., d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qu'est l'enfant, de ce qu'est la personne. Mon postulat part du principe que nous partons d'un organe biologique qui est capable de créer des idées. Moi, je ne me sens pas en difficulté. Je suis des séances d'habileté sociale avec une neuropsychologue. Et en fait, c'est pour ça que je mets la Terre en arrière-fond. Je me sens étranger dans mon propre monde. Quand le diagnostic est tombé, tout a explosé et je me suis reconstruit. J'ai créé un dessin où les autistes sans déficience sont représentés par un avion et les alistes, c'est-à-dire les personnes non autistes, sont représentées par un train. François Voilà. Régis, C'est-à-dire, François Régis, on va devoir prendre d'autres questions. Euh, Est-ce que vous pouvez juste si conclure? vous voulez bien soutenir mon projet, ça serait avec plaisir. Parfait, ben on s'en reparle lorsque l'on se rencontrera. Je vois que Alice a levé la parole, peut-être dans la suite du commentaire sur le chat. Je vous en prie, Alice. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, super. Alors, je me présente rapidement. J'ai 36 ans et je suis kinésithérapeute à l'hôpital. Et je suis concernée par le diagnostic de TDAH depuis 1 an seulement. Diagnostiqué tardivement à l'âge de 35 ans, suite à une dépression. Donc, un diagnostic qui est arrivé un petit peu par hasard. Euh, Ma dépression est arrivée dans le cadre d'une hypersomnie qui a été diagnostiquée il y a une quinzaine d'années. Donc hypersomnie centrale idiopathique. Et ma question justement par rapport aux comorbidités, c'était que la neuropsychologue du Centre du sommeil m'a orientée vers un diagnostic de TDAH euh, et me disait que la comorbidité en fait entre hypersomnie et TDAH était connue depuis longtemps en psychiatrie. Et je me posais la question, pourquoi ne pas avoir été orientée vers un diagnostic TDAH déjà plus tôt dans ma vie? Ça m'aurait évité beaucoup de souffrance psychologique et d'errance. Et je pense que ça concerne pas mal de gens. On m'a dit que beaucoup de TDAH entraient par la porte d'hypersomnie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées TDAH en venant d'abord consulter pour de l'hypersomnie. Et moi, je me pose cette question, pourquoi je suis arrivée là par hasard? Pourquoi on ne m'a pas orientée vers ça au départ? Pourquoi c'est pas plus pris en compte, en fait, ces comorbidités? En fait, moi, ce que vous avez précisé, ça m'évoque le problème de ces signes qui sont pas spécifiques au TDAH et qui peuvent se retrouver en fait chez beaucoup de personnes qui ont d'autres troubles psychiques et du coup qui vont pas orienter vers la piste du TDAH parce pourquoi penser plus au TDAH dans le cas d'une hypersomnie qu'à une dépression ou qu'à un trouble anxieux, par exemple. Il n'y a pas vraiment de Mhm. raison a priori, même si on peut mettre en évidence qu'il y a, je ne sais pas combien de pourcents de personnes avec un TDAH qui sont concernés par une hypersomnie. Donc, c'est vraiment, en fait, ça va être une démarche active de la part du psychiatre ou du psychologue, je pense, d'explorer différentes pistes, quels que soient les symptômes qui amènent à consulter, en fait. Ça va être de Bien rechercher sûr. différentes pistes et d'essayer, avant tout pour les troubles du neurodéveloppement aussi, de comprendre comment la personne était dans l'enfance, puisqu'on est sur ces troubles-là, vraiment sur un début dans l'enfance. Et Ouais. ça va beaucoup nous aiguiller. Si on n'arrive pas du tout à retrouver des signes dans l'enfance, on s'écarte un peu de la piste des troubles du neurodéveloppement. Donc vraiment, en fait, je pense que personne n'aurait pu, on ne peut pas reprocher à un professionnel de ne pas penser au TDAH lorsqu'il y a une hypersomnie, comme on ne peut pas lui reprocher de ne pas penser au TDAH lorsque, je ne sais pas moi, il y a une hyperactivité sur quelque chose, voilà, même si c'est un peu plus spécifique. C'est vraiment un faisceau d'arguments et mis en perspective avec l'histoire de vie entière de la personne et en recherchant le plus possible les signes qui peuvent être le plus spécifiques. C'est ça qui va nous permettre d'explorer mieux les choses, je pense. Après, Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. c'est que dans les troubles du neurodéveloppement, on considère souvent les personnes par leur déficit. Or, c'est souvent un trouble de la régulation plus qu'un déficit. C'est pareil pour les émotions. On va considérer que on peut avoir moins d'émotions exprimées quand on est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme, alors qu'en fait, on peut avoir des personnes aussi qui surexpriment les émotions. Dans le TDAH, classiquement, on se dit qu'il y a plutôt une insomnie, alors qu'en fait, il peut y avoir aussi une hypersomnie.
comme si en fait le problème clinique général était plus une dérégulation du curseur qui peut être hypo ou qui peut être hyper dans tous les domaines. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas bien dans nos classifications cliniques, où on définit tout par un peu des images d'Épinal et du déficit, alors qu'en fait, bien souvent, c'est un trouble de la régulation, dans le sens du trop ou dans le sens du pas assez. Et ça échappe pour cette raison dans un certain nombre de cas. Et je souhaiterais juste quand même revenir, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Madame, j'ai pas bien retenu le nom de famille, Sophie Cervello, je Cerveau. crois. Cervello. L'idée, c'est simplement que j'ai fait voir un neurologue pour l'hypersomnie. J'ai jamais vu de psychiatre ou de neuropsychologue avant ça. Et donc, il y a personne qui m'a orienté, qui m'a proposé même d'aller voir quelqu'un pour voir s'il y avait quelque chose de ce côté-là. Si vous voulez, on arrive un petit peu, je parle de moi, mais je parle de façon globale, on arrive un peu sur ces diagnostics de façon un peu hasardeuse parfois. Et on en vient à consulter des psychiatres parce qu'on arrive à bout de course, parce qu'on est épuisé, parce qu'on est en dépression. Mais à la base, on ne pense pas forcément aller voir ces personnes parce que, comme l'expliquait l'autre intervenant, on ne se rend pas forcément compte de notre différence. Surtout, et justement, Philippe Lemoyle parlait du contexte familial. Pour ma part, je viens d'une famille neuroatypique également, donc pour eux, mon comportement était normal. Donc, il n'y avait pas d'identification de comportement anormal. Mais donc, Mais on en arrive là c'est tout par l'enjeu, hasard. du coup. C'est tout l'enjeu de développer la formation de l'ensemble des professionnels, parce qu'effectivement, pour y penser, il faut déjà savoir que ça existe. Il faut en Tout savoir à les fait. particularités et les modulations aussi. Et après, au-delà de ça, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'éparpiller dans les hypothèses diagnostiques. Donc, en fait, pour arriver à bien poser ces diagnostics et bien faire le diagnostic différentiel, faut être formé sur l'ensemble des troubles psychiatriques. Sinon, on ne peut plus savoir comment distinguer l'un de l'autre, etc. Mais Oui. y a plein de professionnels qui n'y pensent tout simplement pas au TND parce que voilà, ils ne sont pas encore assez sensibilisés à ces questions-là. Et quand ils le sont, des fois, c'est avec des représentations assez prototypiques, comme disait Caroline, qui sont à l'heure actuelle peu nuancées dans les classifications, quoi. Tout à fait. Oui, c'est ce que Enfin, moi voilà. je voulais dire, en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant que les professionnels de santé, dans leur ensemble, n'auront pas en tête la piste des troubles du neurodéveloppement, et qui sont larges, enfin, tout ce qui concerne le neurodéveloppement, c'est quand même assez large, tant que cette piste-là n'est pas pris en compte, connu, en tout cas, voilà, connu de l'ensemble des professionnels de santé, aucun ne pourra se dire est-ce qu'on a exploré la piste des TND. Bon, voilà, tout simplement. Si on part, on est toujours sur des modalités de maladie à soigner, eh ben, on n'oriente pas vers les TND, puisque les TND, d'abord, ne sont pas connus, hein, y compris des professionnels de santé, et les accompagnements qui vont avec ne sont pas connus. Hein. C'est pour ça qu'on va facilement, ça va être facilement envisagé comme des maladies ou comme disait Sophie, même si un professionnel va évoquer le TND, il va être sur des représentations fausses, biaisées, enfin voilà, et on n'avance pas. Donc ça, c'est quelque chose sur cette question, pourquoi j'ai pas été diagnostiqué plus tôt, bah, on sera diagnostiqué en temps et en heure quand l'ensemble du monde médical reconnaîtra les TND, parce qu'aussi, il faut le signaler, hein, il y a quand même une partie de la médecine qui non seulement ne les connaît pas, mais d'autres refusent de les reconnaître. Marie-Hélène Audier, une question? C'était pas vraiment une question, c'était pour vous remercier et merci à tous ceux qui sont là parce que j'en connais beaucoup. Et bravo. Merci Caroline de nous offrir ces webinaires. Je voudrais juste rappeler parce que j'étais il n'y a pas très longtemps donc à Marseille pour l'autisme au féminin, donc on voit bien encore que même s'il n'y a pas de signes particuliers, en tous les cas, le fait que les personnes soient moins perçue, moins comprise, moins entendue. La suradaptation est très, très forte dans la sphère voilà, TSA et TND au féminin. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que les professionnels de santé ne savent pas, Philippe vient de le dire, comment dire, démasquer ou débusquer ou en tous les cas traiter ces retards de, de fonctionnement
qui sont pourtant visibles quand on les aligne, parce que quand on fait, nous, des évaluations et quand on fait, en tous les cas, des grilles d'analyse, on voit bien que tous les critères sont là. Et effectivement, le critère de l'enfance pour maintenir, en tous les cas, ce qu'on connaît aujourd'hui et ce dont on parle scientifiquement, c'est que on est autiste et on vit autiste, on ne guérit pas en tous les cas. Ça, je voulais quand même le dire parce que je ne voudrais pas qu'on dise des bêtises à ce niveau-là. La recherche scientifique n'a pas encore apporté la preuve qu'on pouvait guérir de l'autisme, donc ça c'est important. Et puis c'est pas une maladie, excusez-moi Sophie, mais bien sûr qu'il peut y avoir des maladies enfin, sous-tendues, mais non, aujourd'hui encore, on peut pas, enfin, en tout cas, on ne peut pas le dire ça comme ça aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait que ça entretient parfois les erreurs de diagnostic, et Madame en témoigne, c'est que si on rentre par la porte de la maladie, alors on va pas forcément aller explorer, et ça c'est souvent le cas encore pour une grande partie de la population. Et puis, ben, je vais remercier mes petits amis de l'équipe de l'Institut du cerveau voilà, qui vont travailler. Et donc, je remercie Boris Chomel de faire des travaux autour de ça. Voilà, je voulais juste donner ces informations-là parce qu'aujourd'hui, voilà, non, ce n'est pas une maladie, l'autisme. Merci. Même s'il y a des traits qui peuvent sous-tendre à ce qu'il y ait des pathologies associées ou des comorbidités fortes. Mais voilà, merci. Alors, peut-être Sophie, il y a une question dans le chat que je trouve vraiment très intéressante, donc je te la pose. C'est un peu différentes similitudes, autisme, anxiété. La question, c'est de savoir si ça se ressemble, c'est ça? Ou si... J'ai pas vu la question dans le chat, mais bon, je vais essayer de répondre. Donc, en fait, les personnes autistes qu'on rencontre très régulièrement, elles expriment des problèmes en lien avec de l'anxiété, parce que être dans... Enfin, avoir le sentiment d'être en permanence en décalage, de ne pas être compris, de rencontrer des difficultés dans le monde social tel qu'il est, etc., bah, ça ne peut a priori que générer de l'anxiété, quoi. Donc c'est finalement très souvent associé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se précipiter, je pense, à empiler les diagnostics, c'est-à-dire que on n'est pas forcément trouble anxieux généralisé parce qu'on est autiste, quoi. Il y a des critères qui sont propres aux troubles anxieux généralisés qu'on ne retrouve pas chez toutes les personnes autistes. Donc c'est là la difficulté, en fait, c'est lorsqu'on essaye de raisonner en termes de dimension de symptômes, on va pouvoir dire de façon assez fréquente, ben, dans l'autisme, effectivement, les personnes sont souvent anxieuses, etc. Et finalement, plutôt que d'essayer de reconstruire des catégories diagnostiques chez chaque personne, je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur qu'est-ce qui va aider cette personne finalement à réguler son anxiété s'il y a de l'anxiété. Comment on agit là-dessus? Est-ce que c'est en essayant de résoudre ou d'améliorer certaines choses par rapport à l'autisme? Quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, par exemple, de groupes d'habilité sociale, choses comme ça, c'est des soutiens qui peuvent aider à se sentir moins anxieux en situation sociale lorsqu'on a un peu plus les codes, lorsqu'on essaye de progresser sur ces aspects-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais moi, je me pose beaucoup de questions, en fait, sur je l'ai dit tout à l'heure, sur la validité de nos catégories diagnostiques et finalement sur la définition qu'on en donne, qui évolue avec le temps et qui fait qu'aujourd'hui, on a des définitions catégorielles qui rendent difficile la reproductibilité entre les observateurs des diagnostics, quoi. Et pour répondre juste sur la notion de maladie, autisme, alors moi, je suis pas du tout convaincue que l'autisme est une maladie, hein. Enfin, j'ai une position très ouverte à ce sujet parce qu'en fait, ce qui se passe en fait dans la réalité, c'est qu'on est parti de quelque chose qui était considéré vraiment comme une maladie à une ouverture vers la notion de neurodiversité qui fait que finalement, on considère aujourd'hui peut-être que ce qui relève de l'autisme fait partie des variations dans l'expression de la génétique humaine, quoi, et de la diversité. Et c'est vraiment le débat qu'aborde Laurent Motron. Donc là, en 5 minutes, j'ai pas pu trop vous donner un peu toutes les pistes autour de ce débat, mais je vous invite vraiment à lire sa réflexion là-dessus parce que c'est vraiment intéressant sur cette question-là. Et d'ailleurs, il a dénommé son ouvrage Si l'autisme n'est pas une maladie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Donc c'est vraiment au cœur de sa réflexion et c'est très intéressant ce qu'il avance. On a encore 2 mains levées. C'est vraiment une question minute parce qu'on va devoir clore ce webinaire. Je passe la parole tout d'abord à Christophe Maratré, puis ensuite nous repasserons la parole à François-Régis Frelon, mais vraiment pour quelque chose de très court, s'il vous plaît. Christophe, à vous. Presque en mode sujet verbe complément.
Les diagnostics sont tardifs, les professionnels de santé sont rares et les proches sont maladroits, sans parler des personnes concernées qui souffrent souvent de ne pas comprendre. Donc, le boulet d'étranglement, ça à chercher, c'est les professionnels. On a le monde associatif, mais on ne trouve pas de psychiatre, par exemple. Euh, et surtout si on est en ALD, affectation longue durée. Voilà, donc, euh, oui, on comprend mieux, il y a la définition médicale, il y a l'aspect social, très très important, c'était très intéressant. Et puis, concrètement, on cherche des solutions. Voilà. Ma question, c'est, il y a plein de gens qui sont en attente de diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les conseiller? Là, je crois que c'est en fait la problématique centrale dans l'autisme, c'est que les premières lignes, c'est-à-dire les personnes que l'on rencontre en tout premier lieu pour une consultation médicale, comme les médecins généralistes par exemple, ne sont pas assez formés. Et je trouve que, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les structures d'expertise se multiplient, les troisièmes lignes, avec vraiment un regard qui est parfois pluridisciplinaire, croisé sur des cas complexes, ou alors avec des questions spécifiques, comme la réhabilitation psychosociale, hein, qu'a bien évoqué Sophie. Mais je crois qu'il faut que le diagnostic d'autisme, qui concerne quand même une frange non négligeable de la population, comme le diagnostic de TDAH, ce soit vraiment un diagnostic de première ligne. Et que vraiment un médecin généraliste, quel que soit son lieu d'exercice en France, soit en mesure de poser un diagnostic d'autisme, de poser un diagnostic de TDAH et d'orienter ces personnes vers les bons interlocuteurs. Et ça, je crois qu'il faut absolument qu'on y parvienne en France, parce que sinon, on se retrouve avec des deuxièmes lignes qui sont saturées, des troisièmes lignes qui le sont encore plus, alors que c'est un diagnostic du quotidien, l'autisme et le TDAH. Ça doit devenir un diagnostic du quotidien. Et je crois qu'il faut qu'on milite ensemble pour la formation des médecins généralistes de première ligne. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à ça, on va embouteiller les centres médico-psychologiques, on va embouteiller les centres de référence, les CRA. Je crois que c'est vraiment, voilà, un médecin généraliste, il doit être en mesure de repérer l'autisme et le TDAH et d'orienter vers les bonnes personnes. Et la formation initiale reste faible. Je suis d'accord avec Marie-Hélène. Et oui, mais en médecine, hein, vous savez qu'on avait très peu de formation, même les internes de psychiatrie, hein, globalement, assez peu de formation sur les troubles du neurodéveloppement. À Lyon, avec Sophie, qui coordonne cet enseignement, on a vraiment développé un parcours de formation pour les internes, de la phase socle jusqu'à la phase de consolidation, pour qu'ils apprennent à diagnostiquer, à accompagner, à repérer. Mais je pense qu'on doit être une des seules facultés en France à proposer une formation comme ça aux internes de psychiatrie. Donc même dans notre spécialité, ils ne sont pas assez formés. Un petit mot, François-Régis Frelon, et puis ensuite, un petit mot rapide, s'il vous plaît. Et puis après, on va clore Même ce... minuteur. Très rapidement, j'ai participé avec un GEM à un PTSM. Vous savez ce que c'est, les PTSM, la santé mentale. Et en fait, ma question, elle est très simple parce que j'ai fait des recherches. La santé mentale, on n'a pas de cartographie précise. Et ça rejoint ce que disait Madame Cervello. Il peut y avoir des surdiagnostics qui sont faits. On ne sait pas où se placent les troubles du neurodéveloppement dans l'ensemble de la santé mentale. Et ça, c'est une problématique. Alors, il y a 25 ans, j'ai créé une maxime. Euh, Moi, je n'utilise pas le mot complexe parce que pour moi, tout ensemble dit complexe est composé de détails simples et de relations qui les unissent. Et donc, pour maîtriser l'ensemble, il faut maîtriser chaque détail et chaque relation. Et je crois qu'il est nécessaire, et je pense qu'au Vinatier, vous avez les moyens de faire une cartographie de la santé mentale et d'inclure les troubles du neurodéveloppement de manière à ce que l'on ait une vision pour les non-professionnels, parce que vous avez dans votre tête toutes les pensées. Alors, on peut conclure là-dessus. En fait, c'est une vraie difficulté à laquelle on pense avec le Central Mind et avec le centre de référence Génopsy. Mais en fait, on n'a pas le droit de proposer des annuaires de médecins. Vous savez, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Donc, il faut qu'on arrive ensemble à contourner cette difficulté.
Mais théoriquement, on ne peut pas faire de, entre guillemets, de publicité, alors que ça n'est pas du tout la question dans les TND, on est bien d'accord, hein. Mais Professeur, je vous interromps, je ne parle pas d'annuaire de médecin, je parle de la cartographie des troubles de santé mentale. d'accord, ok, très bien. Voilà. Peut-être Philippe, Sophie, très très vite en quelques secondes le mot de la fin, et puis ensuite, J'ai envie de rebondir sur ce que disait François Régis. C'est vrai que moi, je suis dans les réseaux de l'autisme. Et à partir du moment où j'arrive dans les réseaux de la santé mentale, on est dans un autre monde. Et ça me perturbe beaucoup parce qu'on pourrait penser que bah, la santé mentale, c'est quelque chose qui concerne vraiment les personnes autistes. Et on se rend compte que c'est d'autres réseaux, d'autres professionnels. Pareil, quand on est dans le champ de l'autisme, et ben, c'est les réseaux de l'autisme les réseaux de la santé mentale et finalement de la psychiatrie, c'est autre chose. Et nous, en tant qu'usagers, on peut se retrouver, par exemple, comme le disait Régis, à travers un groupe d'entraide mutuelle, qui soit un trouble psy ou TSA, parce que ça existe. Euh, Dans ces gemmes, on va être en lien avec la santé mentale. Or, souvent, on se rend compte, en tant que personne TSA, que c'est absolument pas adapté à nous, qu'on ne parle pas de nous et qu'on est dans d'autres sphères, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, la maladie, le soin. Et nous, on n'est pas dans ces stratégies-là. Je voulais dire que par rapport à la maladie, aux soins, bah, bien évidemment, nous, on en a besoin des médecins, hein. Si on se tourne vers les psychiatres, c'est non pas pour se reconnaître comme des gens malades, mais comme des gens qui ont besoin au moins de soins, d'accompagnement, de prise en compte. Ça, c'est important de le dire. Et moi, on a rapidement évoqué la neurodiversité, hein, c'est un vrai sujet, mais moi, en tout cas, dans mon engagement, moi, ce qui me mobilise, c'est de pouvoir répondre aux troubles, aux souffrances des personnes et la nécessité d'avoir des professionnels de santé et d'accompagnement qui répondent à ces difficultés-là. Sophie, un petit mot pour conclure. Oui, rapidement, bah, déjà vous remercier tous de vous être intéressés à cet échange parce qu'il y a du monde et sur ce format-là, c'est un peu déstabilisant pour moi, mais c'était très riche et je vous remercie. Et puis bah, après, voilà, on a ouvert aussi beaucoup de questions, hein. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas du tout encore clair sur certains aspects et qui donne beaucoup d'espoir, je trouve, pour la recherche scientifique aussi pour l'avenir, parce qu'il y a plein de choses à éclairer. On a parlé des questions de catégorie médicale, de l'utilisation des échelles, par exemple, dans les diagnostics, de leur validité, des solutions possibles aussi hein, d'accompagnement qui doivent être validées, testées. Il ne s'agit pas non plus de proposer des choses qui ne seraient pas efficaces. Donc, ça ouvre vraiment encore des pistes sur le plan de la recherche avec peut-être quelque chose à garder en tête, et c'est un peu la position de Laurent Mautron que j'ai évoquée à quelques reprises, là, c'est que plus on dilue la catégorie en fait en ouvrant la possibilité d'y rentrer, c'est-à-dire avec des critères plus ouverts, avec une considération moins prototypique de l'autisme ou même du TDAH, plus le risque c'est que la recherche elle se dilue aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de vraies pistes, par exemple sur des marqueurs biologiques. C'est un exemple parmi d'autres. Mais si on a une catégorie de personnes où les personnes se ressemblent de moins en moins, en fait, où il peut y avoir de plus en plus de variabilité, de différence, bah, il est probable qu'on arrive de moins en moins à identifier des facteurs communs. Et ça, c'est une préoccupation, je trouve, du côté du champ de la recherche à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut refermer les catégories, mais peut-être se dire, est-ce qu'on identifie des sous-catégories, des phénotypes particuliers, etc. Très bien. Eh bien, il me reste à vous remercier infiniment, hein. Merci beaucoup à Sophie et à Philippe, hein. C'était un très chouette échange. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont posé de très nombreuses questions. Sachez que vous avez toujours la possibilité de continuer à réagir en adressant vos questions au Centre d'excellence iMind, et nous ne tarderons pas à vous faire parvenir le calendrier de nos prochains webinaires en session 2025. Voilà, et puis joyeux Noël et très bonne année à vous tous. Au revoir. Merci.